Après la déclaration des évêques catholiques de la RDC du 14 septembre dernier pour dire non à la révision de la Constitution en son article 220, le porte-parole du gouvernement congolais est visiblement déterminé à en découdre avec la Commission épiscopale nationale du Congo. Lambert Mende, ministre des Médias, dénonce devant la presse les manœuvres des évêques catholiques de la RDC qui, selon lui, cherchent à tout prix non seulement à se substituer aux compatriotes congolais, mais également à arrêter la circulation des idées et l'évolution des institutions de la RDC. Nous ne reconnaissons pas à une confession religieuse le pouvoir de donner des injonctions à nos électeurs, à notre peuple, même lorsqu'ils sont chrétiens. Ce n'est pas leur rôle et nous combattons cela. C'est à nous qu'on a donné le mandat, ce n'est pas à eux. Le cercle des refus pour modifier la Constitution s'élargit. Les acteurs politiques de l'opposition estiment que le discours des évêques du Congo est significatif, surtout que cette position a été prise d'abord par le président du Sénat congolais lors de son discours à l'ouverture de la rentrée parlementaire. L'opposition congolaise pense que la RDC ne peut jamais s'élancer sur des pistes pour satisfaire les sentiments des personnes. Les amis de la majorité, bien entendu, ils forcent la note. Je les comprends, c'est peut-être par excès des aides, mais je ne pense pas que les chefs de l'État, dans son fonds propre et personnel, envisagent de changer cette constitution. Je ne pense pas. Ce sont eux qui le poussent, mais je crois qu'il n'est pas dupe. Il va certainement bientôt se prononcer ouvertement pour qu'on ne change pas la constitution, parce que cette constitution est gage de la stabilité de notre pays. Ce qui est sûr, il faut craindre les débuts d'un bras de fer entre la majorité présidentielle d'une part et l'opposition politique, société civile et l'Église catholique d'autre part. Le prochain jour s'annonce riche en rebondissements. Les autorités togolaises s'engagent à lutter sans relâche contre la piraterie maritime. Un fléau qui connaît une aggravation dans le golfe de Guinée. Et si l'on y prend garde, la piraterie pourrait mettre en péril la sécurité, la stabilité et l'équilibre économique des pays de la sous-région est-africaine. Depuis que cette menace est apparue et s'est matérialisée par les attaques contre les navires en haute mer, naturellement, nous nous sommes mobilisés, mais les pays amis nous ont aidés à travers des conseils, mais également la mise à notre disposition du matériel. Le Togo s'est doté de moyens importants pour assurer la sécurité de ses côtes. La Marine nationale est dotée de moyens capables et susceptibles d'assurer cette mission d'action de l'État en mer. Mais le pays entend accroître ses actions avec la mise en place du Haut Conseil pour la mer, réuni pour la première fois jeudi à Lomé. Le Haut Conseil a pris les mesures suivantes. Doter le pays à Lomé et à Kwémé d'une tour de surveillance maritime équipée de moyens de détection et de communication modernes. Intensifier les patrouilles maritimes et aériennes sur les routes d'approche de Lomé avec la création de routes de la mer recommandées et sécurisées. Lomé, dont la rade abrite en moyenne plus de 70 navires par jour, entend être désormais incontournable dans la lutte contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. C'est un jour de joie devant les bureaux de Nicolas Sarkozy. Les amis de l'ex-président ont retrouvé leur champion. Les Français attendent qu'une voix forte puisse s'exprimer. Nicolas Sarkozy aujourd'hui peut prendre ce nouveau départ, donner ce nouvel élan. Je suis candidat à la présidence de ma famille politique. Je proposerai de la transformer de fond en comble. C'est par ces quelques mots postés sur Facebook que Nicolas Sarkozy revient dans l'arène politique. Plus de 2 ans après sa défaite face à François Hollande, la gauche, elle, retrouve son meilleur adversaire. A-t-il changé ? Nous en doutons. Le retour à la réalité
sera plus difficile que le retour sur Facebook. Un retour qui suscite des réactions mitigées chez les Français. Que Nicolas Sarkozy revienne en politique, j'en ai rien à foutre. Je trouve qu'il est dans trop d'affaires pour annoncer là maintenant surtout en politique. Bon après c'est peut-être le cas de beaucoup d'autres quoi. C'est une bonne nouvelle parce qu'on va voir enfin quelqu'un qui a un petit peu de poigne et qui dit les choses franchement. Reconquête de l'opinion, présidence de l'UMP en novembre, primaire en 2016, le retour de Nicolas Sarkozy s'annonce difficile malgré le discrédit de François Hollande. Les Français ne l'attendent pas, ne l'espèrent plus et en même temps à droite d'autres figures ont émergé. Donc il ne sera pas De Gaulle en 58. Pour autant il ne sera probablement pas non plus Giscard en 81 ou à d'autres moments d'ailleurs qui à chaque fois a raté son retour. L'ex-chef de l'État devrait occuper l'espace médiatique tout le week-end. Pourtant, dans un premier sondage, 55% des Français estiment que son retour est une mauvaise chose. Le chocolat a désormais une tribune qui lui est entièrement consacrée. Le Belgian Chocolate Village, ou musée du chocolat belge, a ouvert ses portes samedi au public de Koekelberg, un quartier situé un peu en dehors des circuits touristiques au nord-ouest de la ville. L'occasion pour les chocolatiers de démontrer leur savoir-faire et pour les consommateurs de mieux aimer cette gourmandise. C'est une occasion pour nous de partager tout ce qui concerne notre passion, tout ce qui concerne le chocolat, de rencontrer de nouvelles personnes qui s'y connaissent déjà, qui sont déjà amateurs ou d'autres qui n'y connaissent rien. Et c'est une fête pour nous et c'est une chance de pouvoir communiquer par rapport à notre passion. Ici, la scénographie retrace aussi bien l'histoire du cacao que celle de la chaîne de production du chocolat, de la cueillette du fruit généralement en Afrique à la transformation. Au-delà de tout plaisir que procure la consommation du chocolat, elle a aussi des vertus particulières. Le chocolat, par exemple, on dit qu'il est bon pour déstresser les gens. C'est d'abord parce que c'est un moment de plaisir. Mais en plus de ça, si vous voulez, au plan purement médical, il est même bon pour les dents, contrairement à ce qu'on croit, à cause de ce qu'il contient. Le chocolat, il y a des vitamines. Le chocolat est même bon aussi pour le cœur, parce que c'est le bon cholestérol qui est favorisé, etc. Grâce au talent des pâtissiers et fabricants de biscuits de Genie, la passion des Belges pour le chocolat ne s'est jamais démentie depuis le XXe siècle. Le chocolat figure en bonne place au panthéon de la gastronomie belge, aux côtés des frites et de la bière. Le verdict est tombé. Après avoir épulché pas moins de 19 candidatures, le comité exécutif par la voix de Michel Platini a désigné le vendredi 19 septembre Londres et son stade Wembley pour accueillir la finale et les demi-finales de l'Euro 2020 qui se joueront dans 13 villes de 13 pays différents. Le grand Euro 2020, version pan-européen, voulu par Michel Platini, s'étendra depuis l'Espagne jusqu'à l'Azerbaïdjan, un pari osé qui satisfait tout le monde ou presque. Vous voulez aussi que cette compétition tourne un peu dans toute l'Europe et vous avez vu qu'aujourd'hui ça va de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, donc c'est vraiment des très bons choix qui ont été faits par le comité exécutif. Je connais le côté festif, la façon de recevoir des Anglais le football européen pendant une semaine. Et j'espère que Londres sera à la hauteur pour que tous les amoureux du football puissent passer une semaine magnifique. Malgré cette joie, Michel Platini ne saurait justifier pourquoi l'Allemagne a retiré sa candidature, alors que le stade de Munich avait également postulé pour abriter cette compétition. Je ne sais pas pourquoi l'Allemagne s'est retirée juste avant. Peut-être qu'il y a des accords entre l'Angleterre et l'Allemagne pour 2024 ou 2028 ou 2032. Selon plusieurs sources anglaises et allemandes, un accord a en effet été trouvé entre les deux pays. Ces derniers ont ainsi accepté de ne pas faire de l'ombre à Londres afin de s'assurer le soutien des Anglais en vue de l'Euro 2024. Cet accord prévoit également un appui allemand pour l'organisation de l'Euro 2028 en Angleterre. Munich, Bakou, Saint-Pétersbourg et Rome ont chacun obtenu l'organisation d'un quart de finale ainsi que 3 rencontres de phase de groupe. Un concept novateur destiné à permettre à des petits pays de pouvoir prétendre à l'organisation d'un tel événement et de fêter les 60 ans d'un championnat d'Europe exceptionnel.